Bonjour à toutes et à tous, ou rebonjour pour ceux qui étaient déjà avec nous sur Studio M, la chaîne live d'Esprit Meuble et d'Esprit Contract. On est ravis de vous retrouver en ce début de dimanche après-midi. Les allées du salon sont pleines. Si vous avez envie de venir passer l'après-midi avec nous, ici, Porte de Versailles, vous êtes les bienvenus. Mais en attendant, eh bien, vous allez pouvoir tranquillement, où que vous soyez, eh bien, rester avec nous et on va parler de la RSE, responsabilité sociale et environnementale. Une contrainte ou une chance pour les acteurs de la filière, c'est la question que l'on va poser aujourd'hui. La RSE, elle est partout, incontournable dans tous les secteurs et celui de l'électroménager et de l'ameublement n'y échappe pas. La RSE, bien sûr, pression réglementaire, pression des consommateurs, pression des collaborateurs, mais aussi parfois volonté de la part des acteurs de mettre en œuvre des démarches vertueuses. Alors avec tout ça, la RSE, est-ce que c'est vraiment une contrainte ou est-ce que c'est vraiment une chance? On va aborder ce sujet aujourd'hui avec Anne Martel. Bonjour. Il faut mettre le micro devant la bouche. Oui, c'est mieux. Voilà. Merci. Vous êtes la directrice générale en France du groupe Electrolux. Nous sommes également avec Cédric Gauchet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Discac. Arnaud Wyss est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Président de Coulidor et de Ameublement Français. Et puis, nous sommes avec Benjamin Campins, notre expert du jour. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes rédacteur en chef de Cuisine et Bain. On va planter le sujet avec vous. Vous avez préparé un petit édito dont, paraît-il, vous avez le secret. On va le regarder tout de suite et on se retrouve juste après. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. C'est quoi cette phase de fion là? En fait, il y a de nombreuses années de cela, en des temps immémoriaux, j'écrivais et je tournais des petits éditos sous format vidéo que je destinais aux professionnels de votre filière. Ah oui. Voilà, c'est moi. Alors tout cela, c'est du passé. Mais à titre tout à fait exceptionnel aujourd'hui, je vous propose un nouvel édito pour vous parler de... Eh bien de RSE, figurez-vous. C'est cela même. Je vais vous entretenir aujourd'hui dans cette vidéo de responsabilité sociétale, ou sociale, c'est au choix, des entreprises. Un sujet que vous trouvez tous, j'en suis sûr, fascinant, qui vous entraîne chaque jour ou presque dans des discussions et des débats enflammés, qui mobilise toutes vos passions. Batting second and playing third base, number 22. Et pour entretenir ce feu ardent, eh bien, je vais essayer, ma foi, d'apporter ma contribution. On y va! Alors une petite précision en guise de préambule, cet édito sera suivi d'un débat que j'animerai dans le cadre du salon Esprit Meuble en compagnie du journaliste Jérôme Libeskind et qui aura naturellement pour thème la RSE. Alors Jérôme et moi recevrons 3 invités, Anne Martel, directrice générale d'Electrolux France, Cédric Gauchet, qui préside aux destinées du fabricant Discac, et enfin Arnaud Wyss, président de Coulidor et depuis quelques semaines de l'ameublement français. Ah, ça vous la coupe ça, En tout cas, tous ensemble, nous évoquerons la RSE. Est-elle une contrainte ou une chance pour les acteurs de la filière? Quelles sont les attentes des distributeurs et des consommateurs dans ce domaine? Comment communiquer efficacement sur le sujet sans tomber dans le piège du greenwashing? Donc on va passer en revue différents thèmes. Et pour commencer, nous allons essayer dans cet édito de définir ce sujet, ô combien vaste. Qu'entend-on exactement par responsabilité sociétale ou sociale des entreprises? Mais qui ça peut bien nous foutre? Ah mais si, c'est important. Alors c'est un concept certes très prisé aujourd'hui par les communicants d'entreprise, mais qui, malheureusement trop souvent galvaudé, n'est parfois appréhendé par le grand public qu'à travers le seul prisme de la préservation de l'environnement. Et ça c'est un tort, insistons bien sur ce point. Si une entreprise fait état de son engagement RSE, elle ne peut pas se contenter, au risque de ne pas être prise au sérieux, d'égriner seulement les initiatives qu'elle prend pour la préservation de l'environnement. En fait, cet acronyme RSE désigne la prise en compte par les entreprises des enjeux environnementaux, bien sûr, mais également sociaux, économiques et éthiques dans leurs activités. Pour être plus précis, c'est l'économiste américain Howard Bowen, reconnu comme précurseur du concept de RSE, qui, dans son ouvrage fondateur Social Responsibilities of the Businessman, La langue entre les dents, publié en 1953, cherche à répondre à la question suivante. Comment contrôler et réguler l'entreprise privée dans le sens de l'intérêt public? Et de ce livre va naître alors l'idée que ça n'est plus le marché qui permet d'atteindre le bien commun. Au contraire, c'est viser le bien commun qui est la condition préalable au maintien de la libre entreprise, surtout lorsque le pouvoir de ses dirigeants devient planétaire. Vient ensuite le rapport Brundtland qui, en 1987, utilise pour la première fois l'expression « développement durable » et lui donne même une définition. Un développement qui permet de répondre aux besoins du présent
sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Voilà. Alors après, je pourrais vous entretenir plus en détail du rapport en question, qui est le nom communément donné à une publication officiellement intitulée « Notre avenir à tous », et qui donc a été rédigé en 1987 par la Commission mondiale sur l'environnement et le développement de l'Organisation des Nations Unies, utilisé comme base au sommet de la Terre de 1992. Ce rapport... Tu veux la fermer, ta grande gueule ? D'accord. Bref, passons. Ce qu'il faut surtout retenir, ce sont les 3 piliers de la RSE. Le premier, c'est l'environnement, sur lequel je ne m'attarde pas. Je vous invite d'ailleurs à lire le hors-série consacré au développement durable que Cuisine et Bain Magazine a publié cette année et qui détaille entre autres les initiatives prises par les acteurs de la filière pour préserver la planète. Ensuite, il y a le pilier économique. Alors pour perdurer, une entreprise doit être économiquement viable, c'est du simple bon sens. Sans performance économique, la RSE n'existe tout simplement pas. Voilà. Ça n'est qu'à la seule condition qu'elle soit profitable que l'entreprise peut, à long terme, œuvrer dans le sens de l'intérêt public. Et ça c'est intéressant, hein. Ça signifie que les notions d'amélioration de la productivité ou encore d'augmentation du chiffre d'affaires ne sont pas antinomiques avec le concept de RSE, bien au contraire. Donc le pilier économique a pour but de créer de la valeur afin d'améliorer les conditions de vie matérielles et de réduire les inégalités. Mais ton salut, nos gens sont terriblement pauvres et... C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. Ce qui nous amène au troisième point, le pilier social, qui n'est pas le moins important d'ailleurs. Alors se nourrir, se loger, se déplacer, se soigner, avoir accès à l'éducation, travailler. Ce pilier entend ainsi satisfaire les besoins essentiels de l'homme et porter les valeurs de l'équité sociale, notamment au sein de l'entreprise qui a adopté une démarche RSE. C'est pourquoi, mes amis, si vous avez des revendications de salaire à formuler, vous m'adressez une note écrite et je la fous au panier et on n'en parle plus. Nous sommes bien d'accord ? Oui, Alors reste à savoir maintenant si tout cela intéresse nos concitoyens, les consommateurs, vos clients. Et maintenant, nous aimerions vous dire quelques mots à propos de l'environnement. Est-ce que ces questions les guident notamment dans le choix d'une cuisine, d'un appareil électroménager, d'un dressing ou tout autre bien qui concerne l'équipement de l'habitat ? En somme, je pense que la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'adoption d'une démarche RSE par une entreprise est-elle également un levier de croissance, un moyen de faciliter le business, ou est-elle uniquement une question de valeur, d'ADN, de philosophie, d'engagement ? C'est pourtant une question cruciale, cette pollution. Excuse-moi, mais je suis pas de ton avis. C'est donc à cette question et à d'autres encore que nous allons essayer de répondre pendant le débat. Je ne vous dis donc pas pourvu que ça dure, comme j'ai coutume de le faire, mais à tout de suite. We fight the world. We fight the world. We fight the children. We fight the children. We fight the world, the forest and the sea. So let us do it. There are people dying, and we don't care about. We try to make a better world for me and me. Quel édito. Benjamin Campas, maintenant qu'on est incollable sur la RSE grâce à vous et qu'en plus on a appris en s'amusant, moi j'ai une question, c'est est-ce que c'est vraiment devenu un sujet central et incontournable pour l'ensemble des acteurs du secteur ? Ah oui, je pense. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on a voulu angler ce plateau de TV sur la RSE, c'est qu'on s'est rendu compte que de plus en plus d'entreprises accordent une importance croissante à la RSE, à ce sujet. Alors, certaines se sont emparées du sujet en question il y a des années de cela, d'autres beaucoup plus récemment, mais on sent bien quand même aujourd'hui que quasiment aucune entreprise ne reste l'arme au pied en ce qui concerne ces sujets-là. Et ce qui est très très intéressant pour nous autres journalistes du secteur, c'est que en fait, ce sujet est tout nouveau. J'ai pas souvenir que mes consoeurs, mes confrères et moi-même écrivions beaucoup sur la question il y a encore quelques années. En tout cas, moi, c'est le cas, et je l'avoue en rougissant des pieds à la tête. La raison pour laquelle aussi nous nous sommes emparés du sujet, c'est que les entreprises se sont mis à plus communiquer depuis quelques années. Et c'est sans doute une question qu'on va être amené à aborder, la question de la communication sans tomber dans le piège du greenwashing. Voilà, en tout cas, nous, journalistes, on le découvre peu à peu, on le défriche. Et je vais certainement avoir pas mal de réponses à mes questions dans la demi-heure qui suit. Et je vais essayer de m'en faire modestement le porte-parole, mais vous prenez la parole quand vous voulez, Benjamin. On va tout de suite mettre les pieds dans le plat, parce que l'une des questions centrales, c'est pourquoi les entreprises le font. Il y a la pression des consommateurs, je l'ai dit, il y a la pression des pouvoirs publics. Donc, Anne Martel, par exemple, conviction ou obligation chez Electrolux, la démarche RSE ? Alors, Benjamin parlait d'ADN.
Donc je vais tout de suite préciser que nous sommes un groupe suédois, le groupe Electrolux, et donc évidemment ça fait partie de notre ADN. Ça fait plus de 30 ans que nous avons des démarches éco-responsables, puisque dès les années 90, on a lancé notre première politique environnementale et notre premier Sustainability Report en 1995. Donc ça fait bien longtemps qu'on travaille le sujet. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est endémique parce que c'est aussi plus dans l'état d'esprit scandinave, j'allais dire. Ce sont des pays qui étaient très en avance de phase par rapport à nous. Exactement, oui, c'est des pays très en avance de phase qui, dès les années aussi 2000, ont travaillé avec les Nations Unies, ont pris des engagements. Donc oui, c'est vraiment intrinsèquement dans les valeurs de la marque. Voilà, et puis ce sont des pays où, pour le coup, la démocratie et le pouvoir démocratique et le pouvoir de l'opinion est extrêmement important et on ne peut pas faire n'importe quoi. Non. Non. Cédric Gauchet, je crois que chez vous, la conviction, elle est venue en marchant, si je puis dire, que la contrainte, la nécessité, elle s'est transformée finalement au fur et à mesure du temps en conviction. Exactement. Alors, il y a plusieurs sujets, Benjamin l'a bien dit dans son édito. La partie environnement est clairement quelque chose qui est pas génétique chez nous, qu'on a appris et qu'on a acquis parce qu'on est une entreprise. Et une entreprise, ça vit dans la société, ça vit avec ses salariés, avec son environnement, avec ses clients, avec les consommateurs. Donc on ne peut pas être étranger à ça. En revanche, la partie sociale, celle-là, elle est plus ancrée chez nous. C'est quelque chose auquel on tient vraiment depuis une bonne dizaine d'années maintenant. On a lancé des initiatives à la fois internes et externes pour accompagner les salariés, pour les écouter, pour changer un peu les organisations internes qui étaient historiques et qui étaient hiérarchiques. On va de plus en plus vers des choses participatives, collaboratives. Et ça fait un bon moment chez Discat que c'est ancré. En revanche, je rejoins complètement ce que disait Anne. Il n'y avait pas du tout cette sensibilité qui existait en Suède chez nous il y a 10 ans. Et c'est très intéressant dans ce que vous venez de dire. La partie environnementale, vous l'avez fait parce que c'était une demande des salariés, parce que vous sentiez aussi la demande naissante des consommateurs. C'est typiquement sociétal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre isolé de ce qui se passe dans la société. Et très clairement, c'est un sujet que Benjamin l'a dit aussi. Il n'abordait pas il y a 10 ans et il l'aborde tous les mois quasiment aujourd'hui. Donc voilà, on ne peut pas exister à côté de ça. Et ça vient de nos salariés, ça vient des consommateurs, ça vient des clients, ça vient de ce qu'on pense nous aussi. Parce que dans nos vies perso, on est dirigeants, on est managers, on vit ça au quotidien, on se sent de plus en plus investi par le sujet. Donc bien sûr. Voilà, on voit que tout ça, c'est aussi une question de ressenti. Que finalement, la démarche RSE, c'est un peu quelque chose d'encore empirique. On peut lire ici et là que les consommateurs y sont attachés, par exemple. Mais vous, Arnaud Wyss, est-ce que vous constatez une vraie demande dans ce sens, que ce soit de la part des clients finaux, mais aussi des distributeurs par lesquels vous passez, parce qu'eux aussi doivent tenir un discours après vis-à-vis de leurs propres clients? Alors, si on commence par les distributeurs, effectivement, les distributeurs aujourd'hui sont relativement influents, sont exigeants sur des sujets de traçabilité. Pour prendre des normes PEFC, FSC, etc., sur les forêts gérées durablement, sur des sujets de reporting. On est soumis, entre guillemets, en tout cas on s'y prête bien volontiers, à des obligations de reporting, style EcoVadis, pour en citer un. Et donc ils font partie des critères également de sélection. S'agissant du consommateur, je dirais qu'il y a plus une forme de dichotomie entre les intentions, effectivement, de privilégier ce sujet de l'achat dit responsable et puis l'aspect financier. Et en fait, on assiste à deux sortes de populations qu'on peut ensuite redécouper. Mais ceux, comme on dit, qui se soucient de la fin du mois avant la fin du monde, d'accord ? Ouais. Et dans ce cas-là, il va de soi que la capacité de financement est totalement tournée vers la notion de budget, d'accord, de design le cas échéant. Et puis parmi ceux qui effectivement sont en capacité d'arbitrer plutôt la fin du monde que la fin du mois, eh bien on a des gens qui sont un peu plus militants, un peu plus convaincus et qui dans leur choix vont plutôt privilégier la notion de durable. Ça veut dire que c'est forcément plus cher ? Ça peut l'être, effectivement. Il y a cette notion-là qui intervient. Alors ensuite, lorsque c'est pris, on travaille tous, je pense, sur l'éco-conception et d'intégrer le plus possible en amont. Mais en tout cas, c'est l'image que ça a de la part du consommateur
Et vous savez, quand on parle de RSE, bien souvent on a les 3 scopes, hein, le scope 1, le scope 2, le scope 3. Le scope 3 qui est bien souvent le plus important. Le scope 1, c'est plutôt le scope 3, c'est plutôt les transports. Et effectivement, quand les produits viennent de très 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 loin, je ne citerai pas de pays, on a une incidence considérable sur ce sujet de l'impact RSE, l'impact carbone tout du moins. Anne Martel, est-ce que cette démarche RSE que vous suivez depuis longtemps chez Electrolux, vous la mettez particulièrement en avant auprès de vos clients, ou alors est-ce que finalement c'est tellement ancré dans votre ADN que c'est même plus la peine? Et est-ce que vous faites de la pédagogie aussi auprès de vos distributeurs pour que ils tiennent le discours RSE d'Electrolux par rapport à d'autres produits de marques concurrentes? Alors, si vous me permettez, j'aimerais bien compléter. Je vous permets absolument. Merci. Juste avant la réponse avec des données chiffrées, puisque le GIFAM, en tout cas dans le secteur de l'électroménager, a fait une étude qui date de mai cette année et qui indique que 76% des consommateurs sont prêts effectivement à acheter des produits qui soient plus éco-responsables. Par contre, 44% seulement sont prêts à payer un petit peu plus cher, effectivement, pour acheter les produits éco-responsables. La conscience écologique s'arrête là où commence le portefeuille. On est bien. Voilà, donc c'était vraiment. Et 25% achètent réellement. Oui, sûrement. On n'a pas été jusque-là. Mais donc il y a encore tout un processus d'éducation. Quand on a une démarche RSE qui est profondément ancrée dans son ADN, comme vous nous la décriviez tout à l'heure, est-ce que, notamment auprès des distributeurs, vous leur dites allez-y, c'est un argument de vente en plus et peut-être un argument pour vendre des produits qui sont peut-être plus chers que ceux des concurrents aussi, mais ils ont une bonne raison d'être parce qu'ils sont beaucoup plus responsables d'un point de vue écologique et d'un point de vue sociétal. Alors, en toute honnêteté, il y a quelques années, quand on parlait à la distribution d'éco-responsabilité, c'était un peu un nouveau concept qui n'intéressait pas grand monde. Maintenant, la distribution dans son ensemble est vraiment sur le sujet de l'éco-responsabilité parce qu'ils ont vraiment conscience que c'est une attente de plus en plus de la part des consommateurs français. Donc non, on n'a pas du tout besoin de les pousser. Au contraire, on est les référents et ils aiment bien travailler avec nous parce qu'on apporte du discours, du concret, sans aller dans le greenwashing justement. Arnaud Wyss, ça se passe comment chez les cuisinistes? Il y a des attentes chez eux aussi sur le sujet. Est-ce qu'ils vous questionnent? Est-ce qu'ils sont eux-mêmes questionnés par leurs clients à propos de ça? Ou est-ce que, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est d'abord le prix et puis après, si en plus ça fait du bien à la planète, c'est pas plus mal? Alors, s'agissant des cuisinistes, je laisserai Cédric Gaucher répondre. Je peux vous répondre pour le dressing. Pour le dressing. Écoutez, oui, il y a des attentes. On est sollicité sur ces sujets. Ils savent qu'on a parlé d'ADN tout à l'heure. Ils savent qu'en tout cas chez Coolidor, on faisait de la RSE un petit peu comme M. Jourdain faisait de la pro sans le savoir. Donc c'est quelque chose qui est plutôt inscrit. Alors certainement pas à la hauteur de ce que les Scandinaves savent le faire. Mais oui, les réseaux le demandent et c'est un élément. C'est plus un élément différenciant, assurément, mais en tout cas, ça fait partie aujourd'hui de la panoplie nécessaire pour pouvoir... En tout cas, si on ne l'a pas, c'est quelque chose qui manque. Ah, exactement. Cédric Gaucher, chez les cuisinistes? Chez les cuisinistes, c'est extrêmement variable cette attente RSE en fonction des canaux de distribution. Très clairement, Arnaud parlait des grands réseaux et eux sont assez précurseurs. Et plus on va gros dans le réseau, et plus c'est international et puissant, et plus c'est exigeant. On a des grands réseaux comme Saint-Gobain, par exemple, qui sont dans nos secteurs, qui sont très, très demandeurs là-dessus. On a les promoteurs immobiliers qui sont très en avance et qui en plus ont leurs propres contraintes spécifiques dans leur métier. En revanche, plus c'est diffus, et franchement, moins l'attente professionnelle est importante. Nous, nos cuisinistes, vous parliez, c'est votre début de question, qui sont souvent des indépendants, des TPE. Là, l'attente, elle est hyper dépendante de la personne qui est le gérant. Donc, alors là, on rentre au niveau consommateur quasiment. C'est des individus, ils sont sensibles, ils ne sont pas sensibles. Et franchement, aujourd'hui, il n'y a pas de mouvement de fond sur une attente chez le cuisinier indépendant. Vous vous contentez de répondre à leurs attentes en fonction des personnes, ou c'est quand même un discours que vous poussez de façon générale, de façon à ce que tout le monde ait la même information et qu'après, il puisse la retranscrire à ses propres clients? Alors c'est pas un discours qu'on pousse. Franchement, alors on revient sur le côté de greenwashing, mais nous on pousse rien parce qu'en plus on est B2B chez Discac, donc on parle pas au consommateur final, donc on n'a pas grand chose à verdir. On est plutôt là pour dire qu'est-ce qu'on est en train de faire sur le sujet. On a en face des professionnels, donc des gens avec qui on construit des relations durables. C'est pas on vend une cuisine et puis on s'en va. C'est je vais lui vendre pendant, j'espère, 10 ans des cuisines. Donc du coup, il sait exactement ce qu'on fait. Si on commence à verdir le discours et à parler de ça pour parler de ça, ça marche pas. En revanche, raconter nos actions, raconter sur comment on avance, sur quelle démarche, les projets qu'on est en train de mener là-dessus. Oui, ça c'est hyper important parce que c'est important comme tout le reste, j'ai envie de dire. Ils ont envie de savoir aussi les projets industriels qu'on est en train de mener.
On est en train de se structurer, on est en train d'apporter de nouvelles machines, des nouvelles solutions pour eux, des produits plus qualitatifs qui vont résulter de ça. Ils ont envie de savoir ce qu'on fait également sur la RSE, bien sûr. Ouais. Et là, on touche du doigt, bien évidemment, la question du greenwashing, en creux, que vous évoquez. Mais avant, Benjamin Coppens, vous qui êtes un observateur au sens large du secteur, est-ce qu'aujourd'hui, comme on disait, la RSE, on est aujourd'hui, tout le monde en fait, et tout le monde est obligé d'en faire, c'est plus un objet différenciant. En revanche, si on en fait moins bien que les autres, ou si on le fait de façon pas totalement sincère, ça devient un handicap. C'est fort possible, c'est l'une des questions que j'ai. Alors je ne citerai pas de nom non plus, mais j'ai eu vent dans d'autres secteurs. Ce n'est pas du tout le secteur de la cuisine équipée, de l'habitat, de l'équipement de la maison, pas d'électro, pas de dressing, mais dans d'autres secteurs, j'ai l'occasion de discuter avec mes confrères de sujets qui m'intéressent de plus en plus. Et j'ai appris par exemple qu'un acteur de l'industrie avait décidé de ne pas participer à un salon, très bien, parce que c'était, dans son discours, ça mettait la planète en danger. Et cet acteur de l'industrie, cet industriel, devait tout de même rencontrer ses clients. Et pour rencontrer ses clients, qu'est-ce qu'il a fait ? Il les a tous emmenés en voyage, donc en avion, dans un lieu assez lointain. Et à la question qu'on lui a posée, qui était « Mais est-ce que vous ne pensez pas justement que là, ça a un impact encore plus important sur l'environnement ?» Il a répondu « Ne vous en faites pas, on plantera autant d'arbres qu'il le faut pour compenser l'impact carbone. » Là, on est quand même dans du greenwashing. On le fait moins bien, ça, il me semble, pour répondre à votre question. Ouais. Et là, je pense que ça peut avoir un impact un peu négatif. C'est vraiment ça, hein. Arnaud Wyss, on touche à la sincérité de la démarche. C'est compliqué de montrer qu'on est sincère dans la vie, c'est assez difficile. Comment on fait quand on est un industriel et qu'on a une démarche et qu'on essaie de montrer qu'elle est sincère ? Est-ce qu'on accepte d'avouer qu'elle n'est pas parfaite, par exemple ? Exactement. On a le droit de ne pas être parfait, mais on n'a pas le droit de tricher, on n'a pas le droit de mentir. C'est tout simplement ça. C'est aussi en créant des comités de parties prenantes, puisqu'on évolue dans un écosystème avec des associations, avec des citoyens du lieu qui résident où sont installés nos sites de fabrication, avec des associations. Et c'est en les invitant, en les associant à nos démarches. Cédric parlait de communication, d'être le plus transparent possible. Parce qu'on parle de greenwashing, mais il y a aussi à l'inverse ce qu'on appelle le greenhushing, qui consiste à se taire. C'est-à-dire que justement, alors soit certains se taisent parce qu'ils considèrent que ce qu'ils font est naturel et ça ne nécessite pas de communiquer là-dessus, ou alors par crainte. Par crainte du retour de bâton. Exactement. Ouais. Alors notamment des gros groupes qui sont internationaux et dont le cours de l'action peut être largement influencé par un scandale quelconque. On a vu il y a quelques années les sujets, et c'est pour ça on parlait de Saint-Gobain tout à l'heure, qui était dès les premières heures très militant sur notamment l'arrêt des importations de bois, de forêts non gérées durablement. Ils ont été très très militants et les autres acteurs ont suivi. Benjamin ? Je me permets de rebondir sur ce que disait Arnaud à l'instant. Moi, je suis tout à fait d'accord. La sincérité, c'est impératif, en tout cas vis-à-vis de nous, journalistes. Il y a certaines entreprises, c'est dans leur ADN depuis 30 ans et plus. Et là, il n'y a pas à mentir. J'ai donc consacré un hors-série à cette question du développement durable cette année. Et certains acteurs de l'industrie française m'ont fait une réponse que moi j'ai adorée. Ils m'ont dit non, nous n'avons pas adopté de démarche RSE parce que nous ne sommes tout simplement pas prêts. Et on ne veut pas communiquer sur la question tant qu'on n'est pas prêt, parce que sinon c'est du greenwashing. Quand on le sera, et je crois notamment que l'Ameublement français accompagne les entreprises, je crois, dans une démarche RSE. Quand on sera prêt, on ira et on communiquera avec des choses qui sont concrètes. Ça veut dire qu'aussi on a appris, on préfère ne rien mettre en avant plutôt que de mettre en avant des toutes petites choses qui peuvent prêter le flanc à la critique. Arnaud Wyss. Oui, pardon. Je voulais rebondir. Effectivement, l'ameublement français est très engagé sur ce sujet. Déjà, c'est une filière qui est à maturité. Ça fait plus de 10 ans que nous avons une REP, responsabilité élargie des producteurs, qui a conduit à ce qu'aujourd'hui 93% des déchets d'éléments d'ameublement sont soit valorisés, soit recyclés. Et on y travaille encore avec la loi AGEC, anti-gaspi, économie circulaire, avec tous ces sujets de réemploi, de réparabilité, de recyclage, etc. Donc on est très investi. Et effectivement, on accompagne au niveau des équipes, on accompagne déjà 80 entreprises ont été accompagnées avec un objectif de 120 et avec des opérations de speed dating, etc. Donc oui, on est très, très, très engagé, très dynamique sur ces sujets. Oui. Et c'est bien parce que les gens ont besoin d'accompagnement. Cédric Gaucher, après j'ai une question pour Anne Martel. Allez-y. Ok, j'y vais. Non, c'était juste pour rebondir sur ce que dit Arnaud. Nous, on participe au programme Ameublement français, effectivement.
Alors, je trouve que c'est un super argument contre le greenwashing de dire, en fait, on fait des démarches collectives. C'est-à-dire que quand on fait notre truc tout seul, on peut raconter ce qu'on veut. Quand on fait une démarche collective, comme avec le Mouvement français en ce moment, mais on en fait d'autres, nous, sur la biodiversité, avec Soltena, qui est une association plutôt de notre région, mais qui couvre plein d'entreprises et associations. C'est quoi comme région, on va le dire? Aquitaine, voilà, pardon, on est à Bordeaux. On est à Bordeaux. Et du coup, ces démarches-là forcent à mettre tout sur la table, en fait. Et on peut pas pipoter, puisque autour de tout le monde fait la même chose. Et du coup, on sort des choses qui sont au moins du vrai. Donc, on est en train de construire un truc ensemble, avec les mêmes contraintes, parce qu'en vrai, les PME qu'on représente sont à peu près sur les mêmes contraintes toutes. Alors des groupes qui ont beaucoup d'antériorité là-dessus et qui ont une autre taille, forcément les démarches sont différentes. Donc, mais justement, on va voir ça. C'est quand là on parle de transparence, de démarche collective, quand on a ces démarches qui sont inscrites dans son ADN depuis plus de 30 ans, est-ce que ça ne devient pas inversement une contrainte? Je m'explique. Hier, vous avez reçu un M-Award de l'innovation pour une nouvelle plaque à induction. Est-ce que la RSE n'est pas une contrainte qui vient brider l'innovation parce qu'il faut justement aussi que chaque innovation soit passée au filtre du respect de l'environnement et du respect de la planète? Alors non, pour nous, c'est pas du tout une contrainte, c'est une opportunité parce que ça nous pousse effectivement à aller encore plus loin dans la recherche et le développement. Et effectivement, c'est toute la beauté de la chose. C'est-à-dire comme on avait énormément d'avance, ça nous permet aussi de mieux nous exprimer et de prendre de l'avance sur la concurrence. Et c'est ce qu'on a fait en lançant en exclusivité, en avant-première mondiale, cette table-là sur Esprit Meuble, et d'avoir gagné cet award. C'est pour nous vraiment un beau résultat, en fait. Ça veut dire que cette table de cuisson, donc on va expliquer rapidement, elle laisse pas de traces, elle est mate, elle est facile à nettoyer, elle est pas rayable, etc. Effectivement, elle résiste 4 fois plus aux abrasures, donc elle a une durabilité dans le temps. Donc là, on répond vraiment aux attentes des consommateurs avec un produit qui est à la fois beau, mais qui est à la fois beaucoup plus résistant pour le garder plus longtemps. C'est l'objectif. Plus durable, mais en même temps, la façon dont elle est conçue, dont c'est traité, il y a également cette volonté que ce soit plus respectueux de l'environnement avec des produits sans produits chimiques qui viennent polluer, etc. Exactement, puisque le nettoyage d'ailleurs se fait sur cette table sans produits chimiques. Je rebondis là-dessus. On peut simplement nettoyer le gras avec de l'eau et un chiffon. Et donc ça nous évite d'utiliser des éléments polluants, parce qu'on sait que dans tous les produits qui nettoient, il y a beaucoup d'éléments polluants. Donc fais attention à tout. Arnaud Wyss ? Oui, je voulais dire, on a parlé tout à l'heure du prix. Est-ce que c'est nécessairement plus cher, pas moins cher? On parle de quoi? On parle de l'achat ou on parle dans la détention, sur le temps? Est-ce qu'il vaut mieux avoir un produit durable qui va durer 10, 15, 20 ans, tel qu'il est proposé par Anne, en tout cas à son entreprise? Ou est-ce qu'il vaut mieux avoir quelque chose qui est effectivement plus économique de premier abord et qui ensuite va être acheté, etc. Donc ça, c'est une vraie réflexion d'avoir le consommateur. Et c'est une question d'éducation, d'acculturation. Ce que j'allais dire, on en revient à une question de pédagogie, finalement. Exactement. Benjamin Copin, c'est aussi une question de pédagogie que peut-être l'ensemble des acteurs du secteur et des distributeurs doivent faire en disant c'est plus cher, mais vous allez le garder plus longtemps. Absolument. Et en même temps, c'est un vieux discours. Hein, mais... Non, c'est très vrai. Et j'ajouterais même, c'est aussi aux journalistes que nous sommes de s'emparer de ce sujet et de faire ce travail de pédagogie également auprès de nos lecteurs. Et donc, oui, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Hein. Eh ben, écoutez, on est ravis de vous recevoir. Anne Martel. Et encore, par rapport à cette table, si je reviens, plus cher, oui, un tout petit peu, puisque la différence de prix entre une table classique et ça sera entre 100 et 150 €. Donc là, on va avoir la performance. C'est quoi? C'est une différence de 10% à peu près sur le prix d'une table classique? Exactement. Ouais. Okay. Et donc ça va nous permettre de démocratiser la technologie pour un coût qui est somme toute modique d'une innovation et en plus avec un excellent design. Eh bien écoutez, on va s'arrêter là-dessus, je pense. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus. Merci beaucoup Benjamin d'avoir préparé ce débat et ce live et de nous avoir fourni ce petit édito dont vous avez le secret. Vous voyez, la RSE aujourd'hui c'est plutôt une chance à condition de le faire bien, de le faire de façon transparente et de le faire pas à pas et de l'avouer. Merci à tous les quatre. Restez avec nous sur Studio M, la chaîne live d'Esprit Meuble et d'Esprit Contract. On va se retrouver tout à l'heure et on va parler de tendances. Tenez, comment on capte les tendances, comment on décide que quelque chose, que des signaux faibles vont devenir des tendances. On en parle tout à l'heure avec le cabinet Nelly Rodi, vous allez voir, c'est passionnant. Et puis en attendant, eh bien, bon dimanche si vous êtes chez vous et puis bonne visite si vous êtes dans les allées du salon. Je vous dis à tout à l'heure.